Mali qui prend donc la vedette ici avec la mutinerie qui a donc fini l'emporter et que aujourd'hui l'homme fort du Mali s'appelle le colonel Malik Diaw. Malik Diaw donc qui a actuellement le contrôle de la situation malienne. Et pour en parler, je suis avec ici sur le plateau d'Afrique Média Télévision via notre mécanisme de connexion avec Luc Michel qui va donc nous aider à travailler et à décrypter la situation à laquelle le Mali est actuellement confronté. En d'autres termes, il y a un coup d'État au Mali et l'homme fort du Mali s'appelle... Alors, Luc Michel, le Mali ce matin a été réveillé depuis 5 heures du matin par une mutinerie qui a donc pris le dessus avec d'abord l'arrestation du ministre de l'économie et des finances, il s'appelle Abdoulaye Daffé. Après, il a été indiqué que des convois s'orientaient dans la maison où toutes les armes étaient... vous savez, Cathy, c'est tout juste à quelques mètres de Koulouba. Koulouba, c'est Bamako. Alors, de là-bas, maintenant, ils sont descendus et semble-t-il, les dernières informations que nous avons ici, le président de l'Assemblée nationale a été arrêté, le ministre des Affaires étrangères, M. Tembile Dramé, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Boussa Tembile, et certaines grosses têtes actuellement seraient arrêtées. Et donc, l'homme fort du Mali est actuellement Malik Ndao. Malik Ndao, ici, est accompagné par le colonel Sadio Kamara de la garde nationale et également du commandant Gakou de l'infanterie militaire. Alors, déjà, est-ce que vous avez une première impression par rapport à cette activité malienne? Bonjour à vous, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ils sont secoués par les nouvelles qui viennent d'arriver du Mali. Nous avions fait une émission spéciale la semaine passée et j'avais pronostiqué que nous étions arrivés dans la zone de tous les dangers, que ce bras de fer qui était entre l'imam Dicko et le président et qui était en fait fondamentalement une révolte anti-française ne pouvait pas être accepté par Paris. On fête ces jours-ci les indépendances, les 60 ans des indépendances africaines. France 24, par exemple, nous amuse avec des faux débats où on fait la politique et la géopolitique du rétroviseur. On nous explique ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait dû être il y a 60 ans. Mais moi, je constate quelque chose aujourd'hui. On est face à un coup d'État par une junte militaire au Mali. C'est visiblement de ça qu'il s'agit. Et 60 ans après la création de la France-Afrique, on est toujours dans les mêmes méthodes, dans la même insécurité. Ma première impression, c'est celle-là. C'est celle d'un immense gâchis et de la nécessité pour les pays africains, non seulement pas de commémorer une fausse indépendance, mais de combattre pour leur indépendance nationale, plus que jamais. Oui, effectivement, comme vous le savez, Luc Michel, vous suivez effectivement la situation malienne parce que vous êtes l'un des brillants panélistes que nous avons toujours sur notre plateau au niveau de Afrique Média Télévision. Depuis le 5 juin précisément, un mouvement de contestation s'était donc déclaré, conduit par l'imam très respecté Mamoudou Dicko, et qui avait été rejoint par les politiques maliens au fin d'exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et la dissolution des institutions. Alors, est-ce que ce n'est pas une suite logique de ce qui s'était déjà et qui est déjà ici en cours, Luc Michel? Écoutez, on nous a fait croire, les médias occidentaux, que nous étions simplement dans une crise de contestation du régime et du président, et c'était pas du tout le cas. Dès le début, j'ai souligné les fondements de la révolte anti-africaine. C'est une révolte contre la présence militaire. Il est bien certain qu'aujourd'hui, le Mali, c'est le centre de l'implantation militaire et géopolitique française en Afrique. En particulier, depuis que les Américains ont fait du Niger le centre de leur activité et qu'ils ont demandé aux Français de se transporter vers le Mali. Accepter ce qui allait se passer au Mali, c'est-à-dire l'instauration d'un régime anti-français, c'était impossible et inacceptable pour Paris. Il faut aussi savoir que l'imam Dicko, c'est un homme
qui a la sympathie de la presse russe, qui a la sympathie de la presse iranienne, et il n'est pas question pour les Occidentaux d'accepter un régime qui se tourne vers les alliances géopolitiques de l'Est, que ce soit Moscou, Pékin, ou encore pire pour eux, Téhéran, puisque Téhéran aujourd'hui a une géopolitique africaine. Oui, mais effectivement, sur ce point précis, l'imam très respecté Mamoudou Diko, d'ailleurs, ce matin, il s'est prononcé sur RFI, il a toujours dit dans ses différentes interventions que lui, il n'avait pas une vision politique, il ne pouvait que, en tant que personne morale, dénoncer, décrier la situation, mais il n'avait pas pour objet même le départ de Ibrahim Boubacar Keïta. Et pourtant, il a été toujours l'acteur principal. Alors, symboliquement, qu'est-ce que lui, si vous le prenez en tant qu'homme religieux, quelle lecture vous faites de son comportement du début, puisqu'il a été l'auteur du renversement du Premier ministre Tchégoum, comment on l'appelle, Maïga, oui, Boubé Maïga, c'est lui qui a renversé Boubé Maïga, qui avait effectivement proposé l'actuel Premier ministre au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, aujourd'hui, on arrive à un renversement, à une situation prise en main par... Alors, est-ce qu'il y a un rapport, vous pouvez faire un lien, est-ce qu'il y a possibilité de faire un lien entre le mouvement de Mamoudou Diko et cette chute aujourd'hui? C'est qu'ils ont souvent une fausse modestie. Et c'est un peu ce qui passe avec l'imam Diko, mais il a été le catalyseur de la rencontre de diverses oppositions. L'opposition, les jeunes pro-russes, les gens opposés à Ibeka, les gens opposés à la présence française et la contestation religieuse. Maintenant, il est bien certain que le coup d'État auquel nous assistons, c'est la réponse de Paris à cette situation. Paris ne peut pas perdre le contrôle du Mali, où ce serait un jeu de dominos, ce serait la perte à lieu. Il faut ajouter un deuxième élément de la géopolitique. La crise du Mali, elle commence en Centrafrique. En Centrafrique, les Russes arrivent à partir de 2016-2017 et ils donnent de l'oxygène géopolitique, de l'espace au président Ouattara. Ils aident à reconstituer l'armée centrafricaine. Ils aident à faire les accords de Khartoum. Et le succès qu'ils rencontrent donne de l'idée. Il faut savoir que le mouvement anti-français au Mali, il est né par une pétition des jeunes appelant l'arrivée des Russes au Mali. L'année passée, le grand état-major russe a fait des accords militaires avec le Mali de la même nature que les accords militaires avec la Centrafrique. L'idée des Russes, c'était de reconstituer l'armée malienne, de pacifier la région de Gao et Kidal et de ramener les Touaregs séparés des djihadistes, de les ramener du côté, je dirais, de l'État ou de la patrie malienne. C'est impossible d'accepter ça pour la France. Déjà, perdre la Centrafrique, ça ne va pas. Perdre le Mali, ça allait être la cascade. À partir de ce moment-là, on voit le sabotage de l'arrivée des Russes, le sabotage des accords militaires, et c'est pour ça que moi, ça fait très longtemps que je critique Ibeka. Ibeka n'a pas été digne, il n'a pas été à la hauteur de son rôle de président. Il avait, comme Touadéra, la possibilité d'entamer la reconstruction de l'État malien, dont la colonne vertébrale doit être l'armée. Il ne l'a pas fait. On en arrive au résultat d'aujourd'hui. Une armée que vous ne contrôlez pas, elle va prendre des ordres ailleurs. Oui, mais effectivement, là-dessus, c'est qu'on pourrait donc, si on vous attend très bien, donc la France aurait certainement eu peur il y ait quand même un rapprochement entre une autre puissance, autre qu'elle-même. Mais c'est la peur de l'arrivée des Russes en Afrique. Les Russes ont commencé, depuis leur victoire en Syrie militaire, ils sont passés au Soudan. Au Soudan, ils ont envoyé des contractuels, les gens du groupe Wagner en Libye, et puis ils sont arrivés avec les gens du groupe Wagner, puis les conseils militaires en Centrafrique. La Centrafrique, c'est l'état tremplin de l'arrivée des Russes en Afrique. De la Centrafrique, ils sont passés dans la région des Grands Lacs, ils sont très proches de l'armée burundienne aujourd'hui, ils sont passés au Congo de Kabila, ce qui fait que Kabila aujourd'hui n'est pas sous le contrôle de Tshisekedi et de ses amis américains, c'est l'aide des Russes
qui aide l'armée et les services secrets congolais, et de la Centrafrique qui sont passés au Mali. L'idée des Russes, c'est que une fois le Mali restabilisé, ils pourront passer vers le Tchad. Il y a déjà des accords, notamment économiques. Il y a eu le grand sommet de Djamena, Russie-Tchad l'année passée, en juillet de l'année dernière. Il y a l'arrivée du groupe de l'atome Rosatom russe pour l'électrification du Tchad, et évidemment un succès au Mali après un succès en Centrafrique. Elle conduirait probablement à des accords militaires avec l'armée tchadienne, ce qui serait la catastrophe définitive pour les Français. Dès lors, ils vont pas laisser faire, évidemment. Il faut pas se laisser prendre au grand sourire, aux déclarations démocratiques du président Macron. Macron, il mène, avec l'aide des Américains, une grande géopolitique. Il est allé jouer le proconsul au Liban la semaine précédente. Il est en train de donner des leçons aux Bélarusses alors qu'il a massacré les manifestants gilets jaunes. Il va dire « je soutiens les manifestants Wamise ». C'est une farce. Et évidemment, il n'est pas question pour lui, on l'a vu au sommet de Pau, on l'a vu au sommet de Nouakchott, il n'est pas question pour lui non seulement d'accepter une défaite dans la guerre du Sahel, mais de reconnaître celle-ci. Vous savez que la grande affaire de géopolitique en France, c'est le livre Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est Une guerre perdue de la France au Sahel. Le livre est sorti au mois de janvier, il a déclenché un débat. C'est un livre important parce que c'est le spécialiste français du sujet. Il a déjà fait un livre sur les djihadismes sahéliens avant, mais c'est pas Luc Michel ou Afrique Média. C'est pas un géopoliticien pro-russe ou pro-panafricaniste. C'est quelqu'un qui est du sérail français. Il est introduit à l'état-major français. Il est membre de la Fondation Saint-Simon du ministre Le Drian et il a lancé un débat. Le débat a été repris par l'hebdomadaire Marianne le mois passé, qui a fait sa couverture « La France doit-elle quitter le Sahel ?» Depuis, il y a toute une campagne, ça a été ça le sommet de Nouakchott, il y a toute une campagne des Français pour critiquer le livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos et dire « Non, ça va pas si mal pour nous au Sahel ». Il y a deux autres intervenants suite à ça. Il y a tout d'abord les Américains. Les Américains n'ont plus confiance dans les Français. Ils disaient en 2017, la France c'est le nouveau shérif de l'Afrique, mais le shérif, il n'assure pas l'ordre de la ville. Le nouveau partenaire en Afrique des Américains, c'est Erdogan et les Turcs, en Libye, mais aussi au Niger. L'armée turque vient d'arriver au Niger avec des accords militaires. Et deuxièmement, il y a un autre acteur qui est présent dans tout cela, nous l'avons déjà dit, c'est la Russie. Et tout cela déstabilise la position française en Afrique, avec une réaction évidemment. La France-Afrique a toujours utilisé de ces méthodes-là. Quand elle ne contrôle plus une situation, c'est le temps des coups d'État, des juntes militaires, des sécessions. Peu importe, l'idée des Français, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le chaos constructif. Ils se disent, dans une situation chaotique, nous allons être indispensables. On en est loin, évidemment. Il y a ici tout le monde que nous parlons de la situation malienne qui, ce matin, s'est soldée par un coup d'État qui est encore, et l'homme fort du Mali est donc le colonel Malik Ndiao, accompagné du colonel Sadio Camara de la garde nationale et du commandant Gakou de l'infanterie militaire. Alors, ici déjà, on note que le ministre de l'économie et des finances est arrêté, le ministre des Affaires étrangères, Émilie Dramé, est arrêté, le président de l'Assemblée nationale, Moussa Tembide, aurait également été arrêté, le fils du président Ibrahim Boubacar Keïta arrêté. Alors, voici la somme de ce que nous pouvons déjà donner ici en termes, je dis bien en termes d'information, parce que c'est de ça qu'il est aujourd'hui question. C'est le Mali qui est à la une aujourd'hui sur Afrique Média. Alors, est-ce qu'on peut, Michel ici, penser que le mouvement populaire a échoué? Parce qu'aujourd'hui, c'est les militaires qui sont les maîtres du terrain. On peut tirer deux premières conclusions. La première, vous voyez, ce ne sont pas des officiers de très haut rang. Il n'y a pas de généraux dans tout ça. Ça indique l'état de déliquescence de l'armée malienne. L'armée malienne, elle est aux mains de capitaines, elle est aux mains de colonels.
cela indique une armée qui n'est pas puissante. La deuxième chose, Barkhane est toute puissante au Mali. Il contrôle l'armée, il contrôle les approvisionnements. Il est impossible qu'un coup d'État ait pu avoir lieu sans que Barkhane au moins ait fermé les yeux. Est-ce que le mouvement populaire a échoué? Il va avoir une répression. C'est le but de ce coup d'État. Maintenant, on ne sait pas. Il faut voir si ce mouvement va descendre dans la rue. Il faut voir si les jeunes maliens, parce que derrière le combat contre les bases militaires occidentales, dans tous les pays d'Afrique, pas seulement au Mali, mais au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc., ce sont des jeunes. Il faut voir si ces jeunes ont encore quelque chose à perdre ou s'ils vont se mobiliser dans la rue. Il est trop tôt pour parler d'un échec, mais c'est évidemment un mauvais signal. Oui, évidemment, un mauvais signal. Est-ce qu'on peut encore vous maintenir longtemps? Dans tous les cas, on va rester avec vous. Mais il y a quelques questions qui sont donc là. Est-ce que déjà pensez-vous qu'à partir de ce coup, si ça réussissait définitivement, est-ce que ça peut apporter une solution aux réalités auxquelles le Mali est confronté et pour lesquelles la population elle-même était déjà en mouvement et était déjà dans les rues? Est-ce qu'on peut penser que cela peut résoudre l'équation malienne dans le fond? Puisque vous le disiez tantôt au niveau de la géopolitique, évidemment, le Mali, l'ONU est au Mali depuis 2013 précisément, au mois d'avril. Le Mali est confronté à une rébellion qui a planté son drapeau à Kidal, vous le savez. Aussi, le centre du Mali qui est bougé, qui est devenu une poudrière, qui n'est plus sous le contrôle de l'État. Est-ce qu'avec cette situation, on peut espérer? Écoutez, ça n'apportera aucune solution, ça ne répond pas aux préoccupations des Maliens, et on peut dire simplement que les Occidentaux jouent la montre. Ils pensent, je vous l'ai dit, que le chaos est constructif pour eux, et ils appliquent d'ailleurs ce qu'ils ont défini. Les états-majors occidentaux, les Américains particulièrement en Somalie, ils ont mis au point ce qu'on appelle la géostratégie du chaos. Le grand géopolitologue américain Friedman, il explique ça dans son livre The Next Frontier. Il y a des dizaines de pages. Il explique si nous ne sommes plus capables de diriger, de contrôler un pays à l'ancienne, au temps de la politique des canonnières, organisons le chaos et sur le chaos, surfons, pas le surf d'Internet, mais le sport sur les vagues, le surf maritime, surfons sur le chaos et contrôlons avec peu de moyens les pays, leur capacité, leur production, etc. C'est cela qui est en train de se passer. Maintenant, tout ceci, c'est un combat de la France contre la mort. La France, elle est en recul en Afrique. Elle a perdu la guerre du Sahel. Elle est en train de perdre face aux Américains et aux Turcs, d'ailleurs, ce qui est grave pour elle. Elle est en train de perdre la guerre de Libye. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Américains sont décidés, avec un certain nombre de puissances qui sont membres de l'OTAN d'ailleurs. C'est tout ça le drame des Français, c'est que c'est un règlement de compte à l'intérieur du bloc occidental. Les Russes ne sont pas responsables de la perte de la guerre des Français en Libye ou dans le Sahel, etc. Ils sont en train de perdre le terrain et face à eux, ils ont en plus un grand danger qui n'est pas la Russie, qui est la diplomatie de l'Union africaine. Il y a au niveau du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba, au niveau de Moussa Faki de la Commission de l'Union africaine, il y a une diplomatie pour l'africanisation de la guerre du Sahel. C'est la grande idée d'Idriss Déby Itno, au départ d'une force d'interposition africaine avec un mandat africain du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus un mandat donné à Paris, à Berlin ou à Washington. Et il y a un plan d'une paix africaine avec Sassou Nguesso, l'Algérie et le Tchad également, en Libye. Ce plan d'africanisation, il est encore pire que l'arrivée des Russes pour les Français, parce qu'il n'y aurait plus rien qui justifierait leur présence. Qu'est-ce qui justifie l'ingérence? Elle est simple, c'est le terrorisme qu'on ne combat pas vraiment, c'est l'instabilité, etc. Il faut quand même rappeler comment le Mali a commencé. Nous sommes en 2010, il y a un État stabilisateur, c'est le pivot du Sahel, c'est la Jamaïria de Kadhafi.
Kadhafi, il contrôle les turbulents Touaregs, il les a incorporés dans son armée, ils sont membres de la Légion islamique, la Légion verte, et ils vont combattre avec courage et honneur pour Kadhafi jusqu'à la chute de Sirte. Quand Kadhafi est assassiné, quand la Jamaïria est détruite, les Français, les généraux français de l'OTAN, les généraux américains de l'African, ils ont un plan machiavélique. Ils développent un scénario à la libyenne pour la Libye et pour la Centrafrique. Et qu'est-ce que c'est ce scénario au Mali? On laisse rentrer les Touaregs avec armes et bagages, avec des armements lourds, des missiles anti-chars, des missiles anti-hélicoptères, des blindés transporteurs de troupes. On leur laisse traverser la Libye, le Sahara, le Niger, et faire leur jonction avec les djihadistes d'Aqmi. À l'époque, il y avait encore qu'eux qui sont dans le Nord-Mali. Les gens de l'OTAN savaient tout ça. Ils déclarent l'indépendance de l'Azawad et ils dévalent sur Bamako. C'est à ce moment-là que les Français interviennent. Ils interviennent soi-disant pour gagner la guerre. François Hollande fait son show à Bamako et puis il déclare nous avons gagné la guerre. C'est comme George Bush qui déclare nous avons gagné la guerre en Afghanistan. 14 ans après, les Américains n'ont pas gagné cette guerre. 8 ans après, les Français n'ont pas gagné la guerre au Mali. Et le Mali se désintègre, il n'y a plus d'État, plus d'armée. À ce moment-là, il faudrait appliquer la solution que proposent les Russes, c'est-à-dire restructurer la puissance, la souveraineté de l'État malien à partir de son armée. Et les Français, ils font l'inverse, parce que pour dominer le Mali et le piller, il faut l'ingérence, il faut un jeu de bascule avec les groupuscules Touaregs, avec des groupuscules djihadistes dits modérés. Vous savez, il y a les bons et les mauvais djihadistes, mais en Syrie, par exemple, ce sont les gens d'Al-Qaïda dont on nous avait dit que c'était le mal absolu après le 11 septembre. C'est eux aujourd'hui qui sont les djihadistes modérés alignés de l'Occident, et un jeu de bascule avec l'armée malienne. D'une semaine à l'autre, on donne le contrôle de Gao et de Kidal aux Touaregs, aux djihadistes, ou à l'armée malienne. L'armée malienne, elle est excédée. Ça explique en partie le coup d'État d'aujourd'hui, mais ce n'est pas en allant chercher l'aide de la France que les militaires maliens, s'ils ont le sens du patriotisme de leur État, vont sauver celui-ci. Oui, effectivement, Luc Michel, nous allons toujours aussi, puisque c'est un événement qui est en cours, est-ce qu'il y aura encore la relève du côté du pouvoir? Est-ce que tout est consommé? Est-ce que c'est pas totalement terminé? Nous allons suivre l'évolution de la situation malienne avec vous, mais le temps tout juste de vous poser une dernière question, si c'est possible. Alors, est-ce que par rapport à ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas aussi de l'alerte au niveau de la sous-région ouest africaine, où aussi il y a des tâchons en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, avec tout ce qui se passe? Est-ce que l'événement du Mali ne peut pas être un déclic ou bien un signal fort pour les uns et les autres de se ressaisir? Il ne faut pas faire ce que j'ai appelé le melting pot géopolitique. Il y a d'une part la guerre du Sahel. La guerre du Sahel, elle concerne un certain nombre d'États. Le Mali, le Niger, elle concerne le Tchad. Elle a une extension qui est la guerre de Libye et une autre extension qui est la guerre et la déstabilisation des deux Soudans. Vous savez qu'au Soudan, il y a toujours une guerre civile larvée dans les fractions qui ont fait sécession de Khartoum en 2011. Et il y a une sécession de deux régions du Soudan résiduelles. C'est le Kordofan et le Darfour. Le renversement d'Omar el-Béchir n'a rien arrangé. Ce sont trois guerres qui interagissent, avec un problème sur les frontières, pas seulement la zone des trois frontières au Liptako-Gourma, mais la zone des frontières entre la Libye, le Tchad, le Soudan, le Sud-Soudan et la Centrafrique. Il y a un deuxième problème, c'est le problème de la crise des régimes occidentaux. C'est la crise des anciens régimes alliés de l'Occident, c'est la Guinée-Conakry qui s'est éloignée des Occidentaux, c'est le régime de Ouattara qui est isolé, qui est lâché par Washington et donc dont les jours sont comptés, avec une majorité du pays dressée contre lui, dont les anciens alliés de M. Ouattara qui sont contre lui, Bédié et Guillaume Soro.
et il y a la crise qui se passe dans un certain nombre d'États africains. Il ne faut pas lier les deux. La guerre du Sahel, elle n'a pas d'influence. Maintenant, il est bien certain, c'est que l'expansion du djihadisme, c'est ce qu'on se constate Marc-Antoine Pérouse de Monclos dans son livre. Il dit, quand nous arrivons au Sahel il y a 9 ans, il y a un mouvement, c'est Agbi. Aujourd'hui, il y a l'État islamique au Grand Sahara, Daesh. Il y a les gens de Boko Haram en 2 factions, une faction pro-Daesh et au Mozambique, une faction pro-Daesh et une faction Al-Qaïda qui se trouve précisément sur les frontières du Mali. Il y a les groupes affiliés à la Syrie et à la Turquie qui sont arrivés au début de cette année. Ce sont les gens du mouvement Al-Nusra. Et il y a enfin un certain nombre de groupes mafieux alliés aux djihadistes. On n'a jamais vu une telle extension des mouvements terroristes. Ces mouvements terroristes, ils servent soit à apporter la déstabilisation, soit à jouer le jeu de l'ingérence dans des pays. Vous avez vu qu'il y a des djihadistes en Côte d'Ivoire maintenant, etc. Il n'y en a pas encore ailleurs, mais tout cela crée une situation d'insécurité. Il faut retenir quelque chose de tout ceci. C'est que 10 ans d'intervention occidentale, à partir de l'agression contre la Jabaïria, ça n'a pas apporté la paix, ça n'a pas apporté la sécurité, ça n'a certainement pas apporté la démocratie, ça a apporté le chaos. C'est la géostratégie du chaos, le prétexte à l'intervention des Français et des Américains. Alors, merci et à vous, Luc Michel, de nous avoir tenu compagnie pour le décryptage de l'actualité malienne. Et nous remercions tous les téléspectateurs et nous leur disons que ici la situation est encore confuse, on n'a pas encore toute une visibilité quant à la suite définitive de cette mutinerie. Ok, d'accord. Donc, pour cette réalité, il faut quand même que Amourou Dia, son nom, je n'ai pas. Ok. Ok, ben je n'ai pas d'image malheureusement, donc. Alors, donc, faudrait-il qu'il me dise ce qu'il pense de la situation malienne, parce que là, on a un souci de connexion ici, donc je ne sais pas. Mais alors, notre invité qui est là, il faudrait quand même qu'il nous dise ce qu'il pense, ou bien le dernier mot qu'il pourrait peut-être dire. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour aux techniciens d'Africa Media TV qui font un excellent travail. D'abord, moi, la situation du Mali, j'ai resté constant sur tout ce que j'avais dit. Et heureusement ou malheureusement, tout ce que j'avais dit il y a de cela 1 an presque, ça s'est reproduit. Notre principale crainte, c'était justement de voir le Mali sombrer. Mais hélas, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, comme nous l'avons constaté tous, le Mali est malheureusement dans une très très mauvaise voie. Nous, depuis qu'on avait constaté que le Mali était dans cette voie, on a alerté, on a tout fait pour que le peuple malien puisse comprendre, pour que celui qui dirige le Mali, en l'occurrence le président Ibrahim Boubacar Keïta, puisse comprendre. On a été même allé voir l'ambassadeur du Mali pour lui expliquer nos craintes et nos peurs. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Et hélas, au jour d'aujourd'hui, nous avons eu le constat que nous avons eu à l'époque, ça s'est reproduit. Et ça s'est reproduit exactement de la même manière que nous l'avons pensé. Bon, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi, cela ne m'étonne pas parce que sur ce dossier, ça fait 1 an que nous travaillons sur ce dossier afin que la lumière puisse être apportée, afin que le peuple malien puisse retrouver sa souveraineté qui est totalement bafouée, qui est totalement malmenée à cause de ce président Ibrahim Boubacar Keïta. Et comme je l'avais exprimé ici à travers le plateau d'Africa Media TV, vous savez, la violence, c'est l'arme des faibles. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta
s'est entêté. Il s'est entêté depuis longtemps. On a tenté de le remettre sur la bonne voie. Malheureusement, il n'a pas voulu comprendre. Il n'a pas voulu écouter son peuple. Donc, aujourd'hui, le peuple lui a montré exactement ce qui est la voie la plus noble. Donc, c'est à travers cette voie qui est justement une voie, certes, elle est noble du point de vue légitime, mais elle n'est pas du tout noble du point de vue juridique. Mais malheureusement, on a constaté que ce régime est en train de tomber. Et je vais préciser sur ça. Quand on est parti voir le président du Mali en lui expliquant que le djihadisme n'est pas typiquement malien, que ça a été détropicalisé de l'Asie centrale vers le Mali et que ça a été fait sous la houlette de la France. Parce que nous, la vérité, nous la disons telle qu'elle est. C'est la France qui manigance tout ce problème-là. Et le président du Mali a accompagné la France sous sa politique belliqueuse qui consiste tout simplement à diviser cette sous-région en passant par le Mali qui est aujourd'hui le centre mondial du djihadisme. Et après cela, comme je l'avais exprimé ici aussi, le fait de passer par la voie, disons par la voie militaire n'est pas une solution. Parce que quoi que l'on puisse dire, même si on sait que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été déposé au Mali par la France, qui l'a soutenu, qui l'a armé, mais également, il ne faut pas oublier que même l'actuel imam Diko, qui a toujours soutenu Ibrahim Boubacar Keïta aussi, fait partie de ce cercle vicieux qui aujourd'hui tente à commander le Mali. Et comme je l'avais dit, lorsque dans une démocratie, une société civile tente à avoir une vocation à aspirer au pouvoir, sachez qu'en ce moment-là, la démocratie, elle est assassinée. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui au Mali, c'est que la démocratie est morte et celui qui a assassiné la démocratie, c'est le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Celui qui a assassiné la démocratie, c'est également l'imam Diko. Et celui qui a assassiné la démocratie, qui est le pape de cet assassinat, n'est rien d'autre que la France, qui continue sa politique belliqueuse. Vous avez vu ce coup d'État qui rampait depuis presque un mois. Nous avons alerté qu'il y avait un coup d'État rampant. Nous avons alerté et nous allons assister au même scénario. C'est-à-dire que celui qui est en train de faire ce coup d'État va encore rester au pouvoir pendant des années et faire la même routine que nous connaissons tous. Il va rester au pouvoir, il va instaurer sa dictature comme on l'enseigne, comme on a vu avec la Guinée qu'on a créée sous l'égide de Dadis Camara. C'est le même scénario qui va se reproduire. Malheureusement, ce que nous disons, les analyses pertinentes que nous donnons dans ces émissions-là, parce que nous personne ne nous paye, nous ne sommes pas des journalistes, nous avons notre propre métier. Mais seulement quand on adore ou quand on aime son pays, on se donne les voies et les moyens nécessaires pour pouvoir alerter les informations que nous recevons. On n'a pas été compris, c'est dommage, mais aujourd'hui, toutes nos craintes que nous avons par rapport à cette problématique du Mali, ça se répercute. Donc le peuple a décidé tout simplement de récupérer le pouvoir parce que le peuple a compris qu'Ibrahim Boubacar Keïta n'arrivait pas du tout à garantir la paix et la sécurité dans le pays. Et on a vu, et le problème du Mali a commencé exactement quand le djihadisme est venu, mais également quand on a vu que le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a sous-traité la sécurité du Mali à travers cette milice d'Anna Amaksagou, qu'il a armée pour que cette milice puisse tuer les Peuls. Comme je l'ai dit, les Peuls et les Dogons ont toujours habité ensemble. Depuis des centaines d'années, ces peuples habitent ensemble. Donc pourquoi attendre en 2020 pour nous faire ressortir cette chose que soi-disant que les Peuls et les Dogons ne s'aiment plus? Et qui est derrière cela? Celui qui est derrière cela, c'est le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Et là aussi, la CEDEAO, elle est complice parce que moi, comme je l'ai dit, la CEDEAO a bloqué les armes que l'État du Mali avait envoyées pour que les militaires maliens puissent se défendre. On a vu que ces bateaux ont été bloqués dans le port autonome de Dakar, mais également dans le port d'Abidjan et dans le port de la Guinée-Conakry. On a vu, c'est pas tout simplement la France ne voulait pas tout simplement que le peuple malien, en l'occurrence son armée, puisse prendre ce problème-là à bras le corps pour combattre le djihadisme. Les djihadistes, c'est eux-mêmes qui l'ont créé au Mali. Et je pense que, je vais terminer sur ça justement, je pense que le moment il est venu pour que nous disions la vérité en face. La France est un pays esclavagiste. La France est un pays colonisateur. La France est un pays belliqueux. Laissons de côté cet esprit belliqueux de la France et abordons nos problèmes là où ils existent. Là où existent nos problèmes, ce sont ces milices. Là où existent nos problèmes, ce sont ces chefs d'État qui sont déposés au sein de nos pays, qui au contraire, au lieu qu'ils puissent défendre l'intérêt de ces pays-là, comme le font la plupart des puissances occidentales, au contraire, ces présidents qu'on dépose chez nous sont là pour se remplir les poches, pour imposer les dictatures.
Mais heureusement, nous avons constaté que le pouvoir est revenu au peuple. Et nous, comme je l'ai dit, nous, personne ne nous paye. Nous ne supportons aucun chef d'État, nous ne supportons aucun président, nous ne supportons que le peuple. Gloire et respect au peuple malien qui aujourd'hui a montré le chemin qu'il faudrait prendre. Et je pense que le Sénégal va prendre exemple de ce chemin. Et je pense que la Guinée-Conakry va prendre exemple de ce chemin. Et je pense que tous les pays où la dictature existe, où la dictature est en cours d'existence, doivent prendre exemple sur le peuple malien qui aujourd'hui est en train de faire un excellent travail. Oui, merci Mimo Dia. Nous espérons donc vous retrouver très prochainement puisque la situation au Mali, on nous informe que la situation serait également ici sous contrôle. Donc c'est totalement un bras de fer qui est là. Donc on nous signale que la situation serait sous contrôle des autorités maliennes. Alors c'est donc une tentative de coup d'État. On n'a pas encore la finalité. Mais nous espérons vous retrouver et nous disons déjà donc merci à Luc Michel et à vous-même et que nous allons vous retrouver le temps que nous cernions toute la situation actuelle. Évidemment, nous allons donc remettre l'antenne et que à tout moment, nous allons vous revenir.